C'est que quand vous dites vous êtes père au foyer, tout de suite on dit tu t'es fait émasculer, pour être vulgaire, t'as perdu tes couilles. Ouais, j'imagine qu'il y a des notions un peu comme ça. Il y a une forme de masculinité subalterne, comme on dit dans les sciences sociales. Vous êtes un sous-homme. Si vous n'étiez pas mère, vous n'étiez pas une vraie femme. Je suis assez gêné, moi, de voir cette nouvelle mode, tous ces politiciens ne pas avoir d'enfants. Désintérêt total de la chose. Vous êtes plutôt jeune, vous deux. Qu'est-ce que vous attendez? Elle veut pas d'enfants. Mettez-vous-y avant 40 ans, vraiment. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Je suis de nouveau enceinte. Cela ne nous regarde pas. C'est pour quand? C'est pour quand? C'est pour quand? Alors? C'est pour quand? Bienvenue dans la seconde partie de l'épisode Père au foyer, le combat d'une vie, en compagnie de Boléwa Sabourin. Danseur, chorégraphe, cofondateur de l'association LOBA, membre du Haut Conseil à l'égalité et père au foyer. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite à la découvrir. Le lien se trouve dans la description. Dans la famille que vous avez fondée avec ta compagne, comment ça s'est passé ce moment où vous vous êtes dit... vous vous êtes dit que toi, t'allais faire père au foyer, ça s'est construit naturellement, il y a eu un élément déclencheur, Ça s'est fait naturellement, parce que chez nous, les choses sont très fluides. Mais ensuite, il y a eu quand même... un élément déclencheur, ils n'auraient pas dû nous enfermer. C'est que quand... Le Covid. Comme pour énormément de choses, voilà. Ça a été un moment très créatif, finalement. Une bascule. Ouais. Pour tout le monde. Ouais. Chacun dans son... C'est clair. Voilà. Ouais. Nous, ça a été une bascule positive. Ouais. On a de la chance. Parce que ma femme était déjà enceinte. Et, quand il y a eu le confinement. Le lendemain du confinement, on devait se rendre à l'hôpital pour faire la première écho. L'écho des 3 mois. Moi, les 3 premiers mois, ma femme travaillait, elle était à fond et tout. Et puis là, donc, je la voyais, on savait qu'il y avait l'enfant, mais moi, je le ressens pas. Donc, là, on a pu faire cocon à la maison, ensemble, et on avait du temps. On a mis presque 2 mois. Et à un moment, une amie partage un film documentaire sur Facebook. Et on le regarde, ça s'appelait Unschooling. Et c'était des familles dans le monde entier, des exemples de familles dans le monde entier où ils ne font pas l'école, littéralement. C'est-à-dire qu'ils ne font pas l'école à la maison, au sens où les enfants viennent, s'assoient le matin à 8h, tu fais tes devoirs, tu vois si tes cahiers, tout ça. Non, les enfants vivent. Et ils leur apprennent les choses à partir... de ce que les enfants ressentent comme besoin et approfondissent en fonction des besoins de l'enfant. Okay. Et ils montrent des enfants tout à fait épanouis qui, quand ils veulent passer des diplômes et autres pour s'insérer dans la société, les passent et les réussissent haut la main. Ouais. Mais en parallèle de ça, ils ne sont pas enfermés 8 heures par jour. Ils sont à la maison. Un peu plus libres. Ils sont beaucoup plus libres. Ils apprennent à faire des maths en faisant des crêpes. Ouais. Ils apprennent à lire en regardant des panneaux dans la rue ou dans le métro. Et ils apprennent à compter avec des jeux vidéo ou en faisant des dessins, des machins. Donc, ils sont vraiment dans quelque chose, unschooling. Vraiment pas dans l'esprit de l'école. Et vraiment, ils sont très, très, très épanouis. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai regardé ma femme et je lui ai dit... Elle m'a dit, non, je sais ce que tu vas me dire. Je dis, non, mais... Il dit, mais comment on dit ça à mon père? Et son père était, parce qu'il est décédé, pas son âme, il était prof de maths au lycée. Ouais. Et il est venu du Congo pour faire des études. Okay. Et il a fait Polytech Nantes.
Ok, ouais. Et donc, il a vraiment fait... Quand il y a du background dans les familles, ça rigole pas trop. Voilà, et elle a une famille très tournée. Elle a des tantes profs de français, d'autres profs de... Et donc, de mécanique, des trucs. Et donc, elle dit, comment on va dire ça à ma famille, qui sont tous branchés éducation nationale et pour qui, soit ils venaient de leur village en Vendée, et pour eux, c'était la porte de sortie pour les femmes oui, c'est vrai. du village et de mariage arrangé, soit venaient du Congo, comme son père, pour des études. C'est fou. Et pareil, c'était... Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis gratté la tête. Et puis, je me suis dit, on va pas leur dire. Et puis, on attend, on verra. C'était presque une évidence au vu de la trajectoire que j'avais menée, de mon rapport à l'école. Moi, j'ai pas mon baccalauréat, mais j'ai un master en sciences politiques. Oui, c'est un des trucs hallucinants de ton parcours aussi. Donc, ça montrait à quel point c'est possible, les choses sont possibles. Il faut pas que s'interdire. Tout ça, c'est fucked up. Et que c'est, encore une fois, c'est des narrations. Si c'est des références qui sont... Si tu connais les rouages, et moi, je les connaissais pas, c'est par hasard que je les ai découverts et que j'ai pu faire une validation d'acquis d'expérience qui m'a permis de rentrer en master 1. La même année, je faisais master 1, licence 3 et licence 1. Ah, t'as dû avoir du taf quand même cette année-là. Et la deuxième année, j'ai fait mon M2 et voilà, j'ai eu un bac plus 5 en 2 ans, quoi. Inconsciemment, et ça va dans le sens de cette masculinité qui est un peu plus juste, en fait, en libérant ma femme de l'injonction de l'éducation et de l'instruction des enfants, elle, ça lui permet de réduire les carences sociales qu'elle peut avoir liées à son statut de femme en brillant en tant que directrice. Ça rééquilibre le rapport, finalement. Ça rééquilibre le rapport, mais même dans notre société. Oui, même à l'extérieur, quoi. C'est-à-dire, voilà, que si les hommes sont plus proches de leurs enfants et prennent plus la charge, plus de place dans l'éducation et dans l'instruction de leurs enfants, ça va permettre aux femmes aussi d'upgrader et de s'empower et de pouvoir délivrer ce qu'elles ont à délivrer, leur vision du monde, leur vision de la société. Et le projet Recréation, c'est empower les femmes et re-questionner les hommes. Mais oui. C'est ça notre projet Recréation, au travers d'ateliers de danse comme thérapie et d'ateliers d'introspection et de concertation autour des masculinités et de la notion de vulnérabilité que l'on met en place. Et donc, nous, on l'incarne dans notre vie. Vous l'incarnez au quotidien. Au quotidien. Alors, selon l'INSEE, seulement 1,5% des pères sont au foyer en France. Pourtant, il y a une étude qui est sortie qui montrait que 65% des hommes seraient prêts à le faire. C'est une étude, après, voilà. Comment t'expliques cet écart, toi, de ton point de vue et puis de ton expérience, entre cette intention et puis le passage à l'acte, du fait qu'il n'y ait pas d'hommes au foyer quasiment, enfin 1,5 c'est très peu. Je pense que c'est déjà l'imaginaire. Ouais. Oui, c'est ce qu'on les représentations. Ouais. Et c'est pour ça que moi je le mets. C'est pour aussi sortir des représentations qui sont limitantes. Et moi j'ai vu beaucoup d'hommes après le mettre, qu'ils étaient pères au foyer parce que justement il y en a un qui se permet. Ouais, du coup les autres osent plus facilement. Il y a aussi la structuration de notre société. Les deux vont ensemble. C'est que quand vous dites que vous êtes père au foyer, tout de suite, on dit tu t'es fait émasculer, pour être vulgaire, t'as perdu tes couilles. Oui, j'imagine qu'il y a des notions un peu comme ça. Il y a une forme de masculinité subalterne, comme on dit dans les sciences sociales. Vous êtes un sous-homme. Et donc, il y a une part des hommes qui n'ont pas envie de se retrouver mis à l'écart des autres hommes. Et puis quand vous êtes avec vos enfants, vous parlez, pas gaga, mais presque toute la journée. Donc vous n'êtes plus en train de formuler des choses hyper poussées, quoi. Donc il y a aussi ça. Mais il y a surtout cette idée d'être une masculinité subalterne. Ça, c'est vraiment, je pense, cette représentation-là et d'être mis sur le banc des hommes. Et des hommes hégémoniques. Le mâle alpha, justement, le fameux... fameux... c'est ça, celui qui ne dépend que de lui et de lui-même.
Voilà, tout seul. Seul. Tout Et seul. tu finiras seul. Probablement. Ouais, le self-made man. Ouais, voilà. Et le tout seul, Mad Men. Qui n'existe pas. Et donc, cette image, cette représentation, elle est très forte. Mais elle est inscrite dans une société patriarcale qui, au-delà de l'image, est structurellement construite de manière à vous exclure physiquement des espaces et de pouvoir, mais au-delà du pouvoir, parce que c'est pas tant le pouvoir, c'est des espaces de création de richesse et de valeur. Ouais. Ce qui fait que, en fait, vous vous appauvrissez. Oui, c'est vrai. Et donc les deux interdépendants, c'est-à-dire d'un côté l'imaginaire et de l'autre côté la structuration physique de notre manière de créer de la richesse, fait que vous avez peur pour votre famille. Ouais. Évidemment que vous voudriez bien rester avec vos enfants, mais comment vous les nourrissez ? Oui, c'est avec ça. quoi ? Il faut bien qu'ils mangent, quoi. Ouais. Comment vous les habillez ? Oui, donc il y a la structuration aussi, il y a la manière dont notre société fonctionne, évidemment. Cet écart montre justement Mais que les hommes aimeraient. qu'il y a la représentation Ouais. et qu'il y a la structuration. Et du coup, ces deux faces-là font que, même s'ils voudraient, ils ne peuvent pas. Il y a beaucoup de choses à déconstruire et à affronter avant de le faire, quoi. Et c'est immense. Si je peux être père au foyer, c'est parce que ma femme, à côté, travaille. A un revenu, décent et mensuel. Et alors que moi, je suis plus... je peux avoir des pics et puis ne rien avoir pendant des mois et ainsi de suite. Donc, mais le loyer, il se paye tous les mois. Il y a besoin d'un salaire fixe il y a un quand même. salaire fixe qui est régulier, qui permet d'avoir une assise. Et puis après, à côté, je pourrais pas être père au foyer en étant solo. Est-ce que tu peux nous dire juste en quelques mots, comme ça ce que vous faites à Loba ? Chez Loba, c'est une association qu'on a créée en 2007 avec mon cofondateur, William Jaboum. Loba, ça veut dire parle en lingala, c'est pour ça que je parle beaucoup. C'est bien, il faut. Parle, exprime-toi. Donc on a créé ça, 2007, on sortait des révoltes urbaines de 2005 qui avaient vu la mort de Ziad et Bouna. C'était pile à cette époque-là, il y a 20 ans. Le 24 octobre, Ziad et Bouna, deux jeunes de Clichy-sous-Bois qui jouent au foot, ont été poursuivis par la police. Ils se sont cachés dans une armoire électrique et ils ont été électrocutés. Et ça a créé une révolte urbaine qui venait parler du coup de notre traitement, de nos revendications, d'une société qui nous exclut, qui nous tue, qui passe son temps à nous mettre à la marge, alors que Clichy-sous-Bois c'est déjà à la marge. Et moi j'avais 20 ans, William avait 18 ans, et nous ça nous parlait pas de brûler des voitures, mais on avait besoin d'exprimer tout ça qu'on n'arrivait pas à dire. On savait pas pourquoi on était autant en colère face à cette société. Et la danse et l'art étaient notre outil à nous. On a créé cette structure en 2007 pour justement exprimer toutes ces difficultés qu'on rencontrait, d'être franco-congolais, franco-camerounais, de vivre dans cette société, d'avoir des trajectoires de vie comme la mienne, tout ça. Du coup, nous, notre objectif, c'était de mettre l'art au service de la cité. Comment l'art peut être un outil de transformation sociale. Comment l'art peut nous rassembler et nous montre que, en fait, on est ensemble, on vit ensemble, on partage bien des choses ensemble, plutôt que les silos dans lesquels on nous oppose et on nous parque et on nous oppose et on crée, et comme ça, on crée encore une autre docilité et on trouve toujours un bouc émissaire et comme ça... Et ça permet aux dominants de continuer à dominer et de perpétuer la domination. Donc, 2016, je rencontre le docteur Denis Mukwege. En 2017, je pars au Congo dans sa fondation à Bukavu et son hôpital pour danser avec les femmes et leur donner un espace justement de recréation, de respiration. Donc, avec ces femmes justement qui sont à la fois traumatisées, qui sont victimes de viol comme arme de guerre, qui sont traumatisées et dont le docteur disait que après la reconstruction physique, il fallait une reconstruction psychologique, mais que les psys classiques ça ne fonctionnait pas, mais que par la danse
et le chant, Le mouvement. et le mouvement, elles arrivaient beaucoup plus à s'exprimer. Ok. Et donc, moi, ça m'a fait tilt parce que moi, c'est la danse et le mouvement. Oui, en plus, toi, depuis quasiment que t'es né, finalement, t'as été entouré. Enfin, ton père était danseur. C'est ça. Ma mère était son élève. Ouais, voilà, c'est fou. Et la danse a été ma bouée de sauvetage. À partir de ce moment-là, de 2017, moi, je suis revenu avec l'idée de créer une méthode qui allie la danse et la psychothérapie. Ah, c'est génial. devenu la thérapie recréation. Ok. On a mené une recherche pendant 3 ans en psychologie avec une chercheuse qu'on a embauchée, qui a fait sa recherche sur notre modèle thérapeutique pour démontrer la viabilité de ce modèle. Ouais, c'est top. Et donc depuis maintenant 2019, on intervient dans des hôpitaux, des associations pour permettre à des femmes de se reconstruire après avoir eu un vécu de violence en tout genre. En tout genre. Et Ok. de l'autre côté, mais dès le début, moi, les histoires des femmes que j'avais rencontrées au Congo, elles m'avaient tellement frappé que ça m'a poussé à me re-questionner sur ma masculinité. Qu'est-ce qui faisait que les hommes qui les violent avec des gourdins, des kalachnikovs et autres, C'est horrible. étaient des hommes comme moi. Ouais, c'est vrai. J'imagine, quand on est un homme, quand même, que ça doit être... Et ça m'avait bouleversé. Qu'est-ce qui nous rassemble Tu t'es demandé ce que tu avais en commun avec eux. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui nous rassemble, mais qu'est-ce qui nous distancie. Bien sûr. Mais on est des hommes. On est dans ce goût. Et finalement, de comprendre qu'on fait partie d'un groupe social qui sont les hommes et que du coup, c'est une construction sociale. Et du coup, cette construction, sur quoi elle est basée et ainsi de suite. Ouais. Et donc, j'ai interrogé mes potes et je me suis rendu compte qu'il y avait un sujet sur lequel on parlait très peu, c'était la question de la vulnérabilité. Moi, j'ai un background en ingénierie de la concertation. C'est ce que j'ai fait à Paris 1, à la Sorbonne, D'accord. dans mon master de sciences politiques. Et donc, l'idée, c'est vraiment l'intelligence collective, comment on arrive à se re-questionner, à questionner. Donc, moi, en tant qu'animateur, à les questionner sur des notions, et partir de leur vécu et tirer des fils comme ça, faire de la maïotique, de manière à ce qu'eux-mêmes, ils prennent conscience justement de leurs biais, de leurs limites. Donc, tu as fait de la maïotique aussi avec ton entourage masculin, amical. Ouais, mais ils ont fui. Ils ont fui. Ils m'ont fui. Bizarrement. Ouais, bizarrement. Surprenant. C'est les premiers à m'avoir fui. C'est les premiers que j'ai ramenés, c'est les premiers à m'avoir fui. T'as testé tes techniques. Voilà, et aujourd'hui, la plupart des gens avec qui je fais ça sont des gens loin de moi, mais qui apprécient énormément et pour qui c'est hyper important et que ça a permis de... Moi, j'aime pas le terme de déconstruire, mais plutôt de reconstruire. Finalement, c'est ça notre projet recréation, c'est permettre aux femmes de se recréer, mais c'est permettre aussi aux hommes de se recréer pour que notre société se recrée, mais avec des dynamiques différentes. Qu'est-ce qu'être un homme ? C'est un impensé. Et alors que chez les femmes, au contraire, on pousse à ce qu'elles soient dans l'introspection perpétuelle. Oui, la réflexion, l'analyse. Finalement, qu'elles passent leur temps à nettoyer leur intériorité, qu'elles passent leur temps à faire le nettoyage, à nettoyer. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça permet de faire le lien justement avec ton histoire familiale notamment, parce qu'il y a cette notion de nettoyage dont tu parles, notamment chez les femmes et tout, qui sont toujours remises en cause psychologiquement. En fait, la société est juste et donc la femme qui serait un peu différente serait folle ou voilà. Et toi, dans ton histoire familiale qui a été marquée notamment par le parcours tragique de ta grand-mère maternelle, qui a été internée pour avoir aimé donc un homme noir, c'était un GI américain. On dit noir parce que dans notre société raciste, si vous avez une goutte de sang, vous êtes noir. Barack Obama, c'est le premier président. Oui, on dit noir. Effectivement, alors que sa mère est blanche et que son père, il l'a très peu connu et qu'il a grandi il a grandi avec ses grands-parents blancs. Pour être blanc, il faut avoir les deux parents qui sont blancs. Et ça, c'est ce qu'on a aux États-Unis, ils ont théorisé ça, c'est le one blood, je sais plus quoi. C'est que en fait, c'est comme si la race blanche, c'était une race pure et que une goutte de sang d'une personne non blanche venait tacher cette blanchité et ferait que cette personne ne serait plus du tout dans la catégorie des blancs et deviendrait du coup un sous-homme,
un noir. Et Barack Obama, c'est exactement ça. Et ma mère, elle est née, pour moi, elle est blanche. Parce que son père était... il devait être afro-américain, mais il devait être très clair de peau. Ah oui, d'accord, ok. Mais dans la catégorisation raciste de nos sociétés, qui existe encore, c'était un noir. D'accord. Un noir américain, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de parler de ça, parce que encore une fois, moi qui ai du sang blanc, je serai jamais considéré comme un blanc. Je suis un noir. Oui. Tu vois, un métis, il est noir. Mes enfants qui ont d'un côté leur grand-mère blanche du côté de maman et leur grand-mère blanche du côté de papa, ils sont noirs. Encore une fois, pour être blanc... Il faut être 100%. C'est ça, en fait. Et donc, c'est la race aryenne. Ouais, c'est vrai que c'est un peu effrayant, en fait, quand on se rend compte de ça. Et tous. Tu vois comment on est matrixés ? On est tous matrixés par cette idéologie-là. Ouais. Et pourtant, on vient crier « Ah non, pas d'Hitler chez nous ». Mais oui. Alors qu'en fait, on a tous la même pensée. Parce que même moi, je vais dire à ma femme « Non, nous, on est des Noirs ». Mais parce que nous, dans notre cas, c'est que plutôt que d'être rejetés, on préfère faire partie d'un groupe qui nous accepte. Oui. Plutôt que d'aller chercher de l'amour auprès de notre famille, mais dans un groupe qui nous rejette. Bien sûr. Tu vois ? Ouais. Et donc oui, ma grand-mère a été avec un Afro-Américain, donc considéré comme noir. Considéré comme noir. Et qui est donc, à l'hôpital psychiatrique. Voilà, c'est ça. Donc elle a eu un enfant avec ce GI. Et elle s'est retrouvée internée toute sa vie, si je ne me trompe pas. Hein. Ouais, pour ça. Par son père. Elle a été internée par son père. Comme beaucoup de... Enfin, c'était les maris ou les pères qui mettaient en HP à l'époque. Mais toi, quel lien tu fais justement entre cette histoire hyper traumatique quand même pour une famille? Quel lien tu fais entre cette histoire et ton engagement actuel pour les questions d'égalité, contre les violences, les questions de racisme, évidemment? Merci de cette question. Avec plaisir. Non, mais vraiment, je te remercie parce que, tu vois, moi, quand je m'engage sur ces questions-là, la première chose qu'on vient, même encore pas longtemps, on vient me dire « Ouais, mais toi, t'es un homme, qu'est-ce qui fait que tu t'engages là-dessus ?» Et en fait, moi, ça me dérange, littéralement. Ça m'embête. Alors, je comprends. Les femmes subissant le patriarcat depuis des lustres et des lustres, c'est un peu leur chaise gardée. Et donc, c'est normal qu'elles soient au devant de cette lutte-là, puisque sur toutes les autres, c'est que des hommes. Donc, forcément. Mais elles vont pas en plus se faire prendre une lutte qui est censée les concerner. Le terrain, mais le fait que je sois investi sur cette lutte, je considère pas que je viens prendre la place des femmes. Je considère juste que j'essaye, à mon humble échelle, d'être à ma place la plus juste. Évidemment, on ne sait pas le parcours d'une personne quand elle s'investit sur un sujet. Évidemment qu'il y a des mythos. Ça, c'est clair. Évidemment qu'il y a des opportunistes. Bien sûr aussi. Ça, c'est clair. On en voit sur les réseaux sociaux, notamment. Beaucoup. Mais c'est des gens qui se font cramer au bout de 2-3 ans. C'est des gens qui se font cramer au bout de... Moi, ça fait 19 ans que je travaille sur l'engagement. Et ça fait une dizaine d'années que j'ai poussé sur cet engagement, finalement, pour les droits des femmes, mais pour le re-questionnement des hommes. Bien sûr, en fait, les deux vont de pair de toute façon. Enfin, ça, quoi qu'on en dise, c'est donc pas... déjà, pour moi, il n'y a pas de droit des femmes sans re-questionnement des hommes. Sinon, c'est du jardinage. Oui, non, mais c'est déjà un espèce d'entre-soi, ces dialogues-là, souvent, malheureusement. Exactement. Et même pire, au-delà de l'entre-soi, c'est qu'il y a un blocage. Il y a un béton armé, qui sont les hommes, et qui détiennent tous les capitaux. Et du coup, le backlash, il est fort. Ça, Même si je pense néanmoins que ce backlash-là, c'est le chant du cygne. Moi aussi, je me dis, quand on s'énerve comme ça, c'est que... C'est que c'est le chant du cygne. C'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se fissurer dans cette société patriarcale. Et il faut et c'est les femmes qui en sont les avant-gardes. Et ça, c'est clair. Et il faut les pousser. Et c'est ce que je fais de mon mieux. Mais justement, toi, cette colère que tu as vis-à-vis de ça... Elle vient
cette colère de cette société, elle vient de là. Ouais. C'est-à-dire quand on me demande... C'est pour ça que j'ai dit, j'ai écrit un livre. Parce que j'en avais marre qu'on me dise, mais pourquoi toi, un homme ? Oui. Mais parce que ça vient de là. Moi, ma grand-mère a été internée à cause de la misogynie et du racisme. Ouais. Sauf que ma mère, elle est née dans un hôpital psychiatrique. Et ta mère... Comment tu veux que moi... Ouais, voilà, était aussi un être très, très malheureux. Enfin, je Donc pense qu'on ma peut mère, le dire comme ça. quand vous naissez dans un hôpital psychiatrique... Bien sûr, non mais c'est évident. Le point de départ... c'est mort. Ça y est, compliqué. En fait, on vous a écrit l'histoire. Pour vous, c'est fini, dès la naissance. Et jusqu'à aujourd'hui, ma mère, elle galère. Énormément. Psychologiquement, physiquement, et émotionnellement, elle galère. Et malgré tout l'amour que je peux essayer de lui porter, eh ben, j'en ai pas. Et malgré tout l'amour qu'elle peut essayer de me porter, elle en a pas. Et vis-à-vis d'aucun de ses enfants. Et aucun de ses enfants vis-à-vis d'elle. Ouais. Est-ce que ça, c'est pas malheureux ? Est-ce que ça ne montre pas à quel point c'est parce que le système Ah bah oui, l'a là c'est la construit comme ça, société quand même qui a... et que du coup, elle n'a fait que reproduire ça. Et donc derrière, ce sont ses enfants qui en ont pâti. Bien sûr. Et dans ses enfants, eh ben, elle n'a pas eu de chance. Elle a eu 4 garçons. C'est fou aussi ça quand même. Ouais. Elle a eu 4 garçons. Et dans les 4 garçons, il y en a un qui est décédé. Le plus jeune. Le plus jeune. Ouais. Et les 3 autres, ils essayent de s'en sortir du mieux qu'ils peuvent. Avec des casseroles qui viennent d'avant eux. Quand je regarde le parcours, et même moi, j'ai voulu me faire interner à la santé quand mon frère est décédé. Je traînais là-bas, j'allais... une dépression. J'ai chuté complètement. Ouais. J'ai dit, j'ai sauté de pont des arts. Ça me fait rire que ça te fasse rire de le raconter, mais ben oui, ça me fait pas rire que tu essayes de te suicider. Avec le recul, il faut en le rigoler. fait que tu n'en sois pas mort, voilà. C'est ça. Voilà. Mais il faut le dédramatiser. Oui, il faut lui enlever de sa substance mortifère. Bien sûr. Mais oui, même moi. Et le fait qu'aujourd'hui, avec notre structure, on puisse mettre en place les premiers états généraux de la santé mentale des femmes dans ce lieu qui est emblématique de la santé mentale, c'est ma mère, c'est ma grand-mère. Mais oui, mais c'est ça en fait, tu vois, dans ton parcours, je pense. C'est ma mère, c'est ma grand-mère. Ouais. C'est ces femmes qui ont été internées de force parce qu'elles ont refusé d'accepter le patriarcat. Ouais, parce qu'elles ont voulu faire un peu différemment. Parce qu'elles ont voulu faire différemment. C'est ces femmes qui sont nées dans les hôpitaux psychiatriques et qu'on a balancé, jeté comme les a balayées. comme des vieilles chaussettes, même pas des chaussettes, même les chaussettes, on a plus de considération. Cette expression fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est horrible. Et c'est à ces femmes et c'est à ces mères, ces grands-mères qu'aujourd'hui. Parce qu'il y en a eu beaucoup. Enfin, je veux dire, là, on prend l'exemple de ta grand-mère et de ta mère, mais il y a eu beaucoup d'histoires dans toutes les familles, d'ailleurs, de femmes qui ont été internées, lobotomisées, qui ont été aussi privées de leurs enfants parce que elles avaient fait un choix de liberté et tout. Il y en a pléthore, et c'est vrai que... Ma mère, c'est l'hôpital psychiatrique qui l'a stérilisée. Parce qu'elle avait eu 4 enfants et que ces 4 enfants n'étaient pas avec elle. C'est ma mère qui a retiré les 2 derniers enfants de ma mère et qui les ont mis à l'aide sociale à l'enfance. C'est l'hôpital psychiatrique. Donc, qu'est-ce qu'on me parle d'un homme qui s'engage sur les questions des droits des femmes ? Est-ce qu'on s'imagine ce que les enfants de ces mères qui sont détruites par le système, parce que je ne vais pas dire les hôpitaux psychiatriques, ce serait trop réducteur, mais par un système dans lequel elles ne s'y reconnaissent pas et dans lequel elles sont considérées comme folles. Complètement. Ouais. D'un claquement de doigts. Et tout le monde leur tourne le dos. Et tout le monde leur tourne le doigt et tout le monde dit oui, amen, et c'est terminé. Et donc, moi, c'est à ces femmes dont je suis issu. Moi, j'ai pas eu d'héritage, mais j'ai hérité de ça. Mon héritage, c'est celui-là. C'est ces histoires-là. Mon futur passe par le fait de le raconter, mais plus que de le raconter, c'est d'agir sur ce passé
au futur. Avant de terminer cet épisode, j'ai une question pour toi. L'autre fois, t'as poussé un coup de gueule sur LinkedIn, justement, parce que tu disais ça serait... Il était léger. Et c'était un très léger coup de gueule, un coup de gueule LinkedIn, c'est-à-dire quelque chose de... mignon, hein. Voilà. Non, mais où tu disais en gros que... J'étais prêt à casser des gueules, mais on va rester mignon. Bah là, tu vas peut-être pouvoir prolonger cette réflexion où tu signalais en fait que tu trouvais que les hommes, justement, sur ces sujets-là, donc les questions aussi que tu portes avec Loba, etc., que tu n'avais pas beaucoup de personnes, enfin d'hommes qui s'inscrivaient à ces événements, qui s'intéressaient à ces sujets. Moi, je sais que le podcast, c'est un peu pareil. En fait, c'est que des femmes qui écoutent. J'essaie quand même de créer des contenus accessibles à tout le monde, mais c'est quand même les femmes qui s'y intéressent, qui repartagent et qui en parlent entre elles. Qu'est-ce que tu en penses et comment on fait finalement pour ramener les hommes sur ces sujets-là qui sont quand même importants aussi, enfin vraiment très importants pour les hommes? J'ai 2 réponses. Ma première, elle va être un peu provocatrice, mais elle est sincère aussi. Ma première, c'est que on s'en fout, on s'en fiche. On continue, on fait. On continue, ouais. On fait. Il faut. On fait, on se donne de la force, on avance, on repartage, on partage. Même si c'est entre nous, on pousse, on lâche rien. Et on crée les contenus tels que nous, il nous semble juste. Ouais. Et arrive qui doit arriver au moment où il doit arriver. C'est bon, on va pas passer notre temps à torcher les fesses de la terre entière. À faire de la pédagogie et tout ça, tu veux dire à faire de la pédagogie, ouais. à devoir tendre les mains, être là. Non, mais tu comprends. Attends, qu'est-ce que tu voudrais? Attends, hein, tu veux un bonbon avec? Tu veux c'est ça, c'est la question. Attends. Faut arrêter avec ça. Ma deuxième réponse, c'est malheureux à dire, mais mesdames, il y en a beaucoup qui sont toujours en couple. Ou qui ont des frères, qui ont des sœurs, des frères et qui ont ou des cousins qu'elles aiment bien, ou des potes qu'elles aiment bien. Il faut les saouler. Ouais. Le premier cercle. Non, mais le premier cercle, une fois qu'il est saoulé. Le premier cercle, il change un peu, le premier cercle, quand même, c'est vrai. Il faut les saouler. Il faut leur envoyer, il faut leur dire t'as écouté, attends, t'en penses quoi? Déjà, on en discute. Parce que moi, je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir ton retour. Ça m'intéresserait, ne serait-ce que d'un point de vue professionnel, pour que je puisse améliorer mon travail. C'est une bonne idée, le point de vue professionnel. Je pense que ça peut faire venir du monde pour écouter. Je vais te donner mon avis professionnel. Voilà. On les caresse dans le sens du poil. Très bonne idée. Voilà. C'est mes deux réponses. Dans le premier, on n'en a rien à faire et on continue tout droit, mais vraiment tout droit. Et de l'autre côté, pour ceux qui ont la force et qui ont encore le temps, les caresser dans le sens du poil. Voilà, de temps en temps. Ou de l'amour, de temps en temps. Les caresser dans le sens du poil. Utiliser ces petites caractère professionnel. Oui, des choses concrètes, quoi, du pragmatisme. Voilà. Et sur lequel ils n'ont pas à s'engager. Voilà, ok. Tiens, ce serait bien que tu ailles à tel endroit et tout, ou viens avec moi, t'en penses quoi, tu m'accompagnes, nanana. Et que si chaque femme ramène un homme de son mari, son cousin, son frère, son n'importe. Un seul. Ouais. C'est que comme ça qu'on y arrivera. C'est vrai. Celles qui n'en veulent pas, qui n'en ont pas la force, qui aucun problème. Au contraire, tomber, hein. Laissez tomber, ne vous prenez surtout pas la tête à ça. Foncez, montrez-nous la lumière, allez le plus loin possible, poussez le bouchon le plus loin possible. Et ceux qui doivent arriver arriveront. Et celles qui ont la possibilité, qui ont le temps, l'énergie, la bienveillance, l'amour, ce que vous voulez, ou tout simplement pour améliorer leur vie de couple, ou leur vie de famille, ou les gens qui sont chers à leur cœur, envoyez ces hommes dans nos ateliers masculinité, envoyez-les à écouter ton podcast. Et d'autres, et plein d'autres contenus qui existent. Partagez-leur, les couilles sur la table, le documentaire viril. Il y a eu un autre documentaire, Éduquons nos fils. Voilà, et demandez-leur leur avis,
poussez-les à parler. Moi, c'est vraiment, ça a été ça mon goal depuis 20 ans, parler. Tant qu'on peut parler ensemble, alors on peut travailler sur toutes ces choses-là dont on a discuté. Mais s'il n'y a plus de discussion, s'il n'y a plus de parole, s'il n'y a plus d'expression, c'est mort. C'est mort. Ouais. Et ben justement, c'est sur ces belles paroles qui nous... Oh, c'est mort. Wow. Sur ces belles paroles. Non, mais on sur est en ces vie, paroles, on est en vie. Et puis surtout, le message quand même est assez optimiste, je trouve. On se dit que finalement, les temps changent quand même. Il y a des gens qui ont envie de porter plein de choses. Toi, avec ta femme et tes enfants, vous êtes quand même un modèle aussi, de ce qui serait possible de faire dans une famille. Donc ça, c'est cool. Et donc, on se dit que les temps changent. Il y a plein de gens qui luttent. Et donc, mille merci, Boléwa, de m'avoir reçu chez toi. Merci, Octavia. Merci beaucoup. Et puis, ces questions très, 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 très importantes et pertinentes. Super. Si cet épisode vous a plu, ou si vous souhaitez soutenir le podcast, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser 5 étoiles. À bientôt. Le sujet vous intéresse ? Vous avez des questions, des suggestions concernant le podcast ? Ça se passe sur Instagram, sur le compte Alors c'est la lettre C pour quand, tout attaché. Alors c'est pour quand, tout attaché. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. À bientôt!